Avec plus de 40 ans d'expérience, France Équipement, fabricant et distributeur français de pièces mécaniques moto, qui crée sur mesure des couronnes et des disques de frein, et sa plateforme logistique ultra performante, vous propose de suivre la nouvelle émission sans concession, Spécial Frein. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission consacrée au freinage et cette fois on va parler de compétition aujourd'hui, Pascal, avec de nombreux invités. Voilà, le premier d'entre eux sera Christelle, qui s'occupe de Brembo sur toute la France et qui va nous apporter des pièces exceptionnelles. Pièces étriers de frein moulés, étriers de frein taillés dans la masse, c'est magnifique. Pièces exceptionnelles pour conditions d'utilisation exceptionnelles puisque la compétition c'est aussi les teams, Pascal, et tu es à la rencontre de Damien Saulnier, le team manager du Suzuki Endurance Racing Team. Tout à fait, on a rencontré Damien, il nous a accueillis chez lui, on a pu faire la différence et regarder et comprendre la différence d'une GSX-R standard et d'une GSX-R compétition championne du monde. Et qui dit compétition dit forcément frein carbone. On vous proposera justement un sujet sur ce chapitre. Et puis après les teams, eh bien, on recevra un pilote, le recordman des victoires aux 24 heures du Mans, Grégory Leblanc, qui nous parlera de freinage, mais surtout du côté anecdotique de ce qui peut se passer en course. Et on terminera l'émission avec un point technique, puisqu'on vous permettra de découvrir un testeur de liquide de frein, Pascal. Tout à fait, il existe des outils pour tester le liquide de frein, pas seulement visuellement, mais techniquement. Voilà, vous l'avez compris, un menu excessivement riche. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Christelle qui nous attend, Pascal. On y va ? Voilà, nous accueillons maintenant Christelle Paille. Bonjour Christelle, meilleurs vœux. Bonjour Eric, merci, meilleurs vœux. Ouais, merci d'avoir répondu à l'invitation de Pascal pour cette émission. Alors, sur la première partie de cette émission, on a parlé du freinage, on va dire d'une façon généraliste, grand public. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la technique avec la marque que tu représentes, c'est-à-dire Brembo, marque on ne peut plus connue sur le créneau du freinage. Brembo, c'est italien, on ne l'a pas précisé, mais c'est bien de replacer un petit peu les choses, c'est ça dans leur contexte. Oui, société italienne qui a aujourd'hui 60 ans, à Bergame, avec le Chilometro Rosso que tout le monde connaît, très, très connu. D'accord. Alors, tu le disais, Christelle, il y a différentes épaisseurs de disque. Sur quoi ça joue l'épaisseur du disque? L'épaisseur du disque joue beaucoup sur la montée de température. Un disque avec une faible épaisseur atteindra une température très élevée très tôt, donc un problème de freinage très tôt malheureusement. D'accord. Alors donc ça c'est pour le grand public. À côté de toi il y a énormément de matériel, ça va faire rêver quelques-uns de nos téléspectateurs et de nos spécialistes. Alors déjà le premier disque, c'est quoi ce disque que tu as à côté de toi? Alors ce disque s'appelle T-Drive, c'est un système en T qui permet d'être très flottant, que l'on utilise beaucoup en superbike puisque c'est autorisé et on travaille sur une épaisseur de 5,5 mm. qui est plus épais qu'un disque d'origine. Un disque d'origine, c'est quoi? C'est 4, 5 4, 4, 5 selon les marques. D'accord. Et donc ça, c'est un disque qui va amener plus de performance en termes de freinage. Tu parlais tout à l'heure de chaleur qui va être plus long à l'échauffement, c'est ça? C'est ça, exactement. Le but principal d'un système de freinage en compétition est que la chaleur soit limitée et repoussée au maximum tout le long de la course. Alors, moi, je vais jouer les novices, même avec Pascal, on va jouer comme ça. Tu disais un disque flottant. Alors, c'est quoi la différence entre flottant, fixe ou semi-flottant, si je ne dis pas de bêtises aussi? C'est quoi la différence? La différence est le comportement de la plaquette sur la piste freinante. Les disques fixes, c'est beaucoup à l'arrière, avec des types de freinage que l'on utilise moins qu'à l'avant. Et les disques flottants aujourd'hui sont quasiment tous utilisés sur les motos sportives et de route. D'accord. Ça permet à la plaquette de mieux rester en contact avec la piste, c'est ça? C'est ça. Enfin, la piste de freinage, hein, on a. Oui, et la modulation des deux, le comportement des deux, de la piste freinante et de la plaquette de frein. Oui. D'ailleurs, Eric, on peut se rappeler à l'image, que ce soit en endurance moto ou en endurance automobile, toutes ces photos qui ont été prises en bout de ligne droite au grand freinage, on voit ce disque de frein qui est rouge vif, presque comme un fer à cheval qui est martelé qui sort de la forge. Et on est toujours surpris de voir que ce disque, à quel moment il va pouvoir fondre
Toutes ces photos qu'on voit en endurance le soir, elles sont magnifiques, qu'elles soient en automobile ou en moto. J'invite les gens à se mettre souvent au bout d'une ligne droite où il y a un gros freinage et d'aller regarder l'état du disque et en tout cas sa couleur. Quand un disque, justement, comme le dit Pascal, est rouge, c'est quoi la température? Ça doit être… On atteint des 600 degrés. Hein. C'est assez extrême, oui, tout à fait. Ouais. Okay. Alors, à côté de toi, il y a aussi des étriers. Alors ça, c'est pareil, c'est des étriers qui sont différents de ce qu'on va retrouver sur les motos de série. Oui, tout à fait. C'est de la dernière génération d'étriers pour les sportives, on va dire le type Superbike. Nouvelle forme arrondie pour de l'aérodynamisme, pour travailler aussi sur le refroidissement, puisque ça chauffe, mais il faut aussi trouver des solutions pour refroidir. Et gros travail aussi sur les pistons au niveau du diamètre, puisque plus le diamètre du piston est élevé, plus il y a une force, une pression qui intervient pour pousser sur le piston et le contact de la plaquette de frein sur la piste du disque. Sur les motos de série, ce n'est pas forcément des étriers monobloc? Du tout. D'accord. Ce sont des alliages, c'est principalement du forgé que l'on peut retrouver sur ce modèle-ci, qui est monté sur certaines GSXR de série. Là, on est sur du moulé de base. Là, c'est moulé et l'autre, c'est taillé dans la masse, voilà, c'est ça? Exactement. Pour qu'on comprenne bien la différence. D'accord. Oui. Et donc, au niveau résistance dynamique et même de chaleur, c'est évidemment bien mieux sur le taillé à la masse. Voilà, c'est pour ça que depuis une saison a été accordé le changement des étriers en championnat de France Superbike, qui était vraiment un grand soulagement, même si ce n'est pas non plus le summum en termes de modèle, mais ça apporte quand même une avancée certaine et sereine pour les pilotes. Comme tu disais, le nerf de la guerre, c'est la chaleur, donc là, ça repousse d'un step la chaleur. Exactement, c'est ça. Oui, je regarde donc ces objets, ces pièces qui sont magnifiques. Donc qu'elles soient moulées ou qu'elles soient taillées dans la masse, on parle de chaleur. Faites attention, n'allez jamais mettre vos doigts sur un disque de frein quand vous venez de rentrer de votre travail ou d'une balade avec des copains et avec deux amis. N'allez pas mettre vos doigts avec vos gants sur le disque de frein au moment où il est chaud. Mais quand je vois l'étrier que Christelle nous montre, celui qui est taillé dans la masse, quand on aime la moto, quand on aime les belles pièces, quand on aime les beaux objets, quand on voit cette pièce, quand on voit la technologie, si la caméra peut s'approcher, elle verra à l'intérieur de cet étrier de frein. C'est magnifique. Quand on aime les belles choses, on ne peut que se demander un jour, est-ce que je pourrais avoir cet étrier de frein sans ma moto de série? Donc peut-être pas, mais bon. Alors, on a dit les disques, les étriers, et là, on va parler de mètre cylindre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, quelle est la fonction déjà première du mètre cylindre? De freiner, d'exercer une certaine pression sur le levier pour que les plaquettes se rapprochent à peu importe la force qui est exercée dessus, se rapprocher de la piste freinante du disque. D'accord. Voilà. Et donc, les performances, c'est quoi? C'est par rapport à la taille du piston qui va comprimer le liquide ou c'est quoi qu'est-ce qui fait un bon mètre cylindre de frein? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille uniquement que sur du mètre cylindre radial depuis une bonne quinzaine d'années. Avant, c'était un système axial sur les Ducati, les 888, les 916. Et depuis une quinzaine d'années, c'est le système radial qui est arrivé sur le marché. Donc le système du piston, le piston fonctionne dans ce sens. À savoir qu'une force beaucoup moins importante apporte un certain confort pour le pilote. Donc il exerce une pression, c'est moins dur, on va dire. Voilà. Donc en fait, il a besoin de moins appuyer sur le levier, mais il a toujours autant de pression, voire même plus. Plus, exactement, tout à fait. C'est là la technologie qui est recensée aujourd'hui. Voilà. Ensuite, certains pilotes, il existe plusieurs types de mètres cylindres. Certains pilotes souhaitent un freinage très agressif en début de freinage, avec un relâchement plus progressif en fin de courbe, et d'autres l'inverse. Alors, on a parlé des disques, des étriers et des mètres cylindres. Alors, évidemment, hein, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez rouler au quotidien avec votre moto. C'est évidemment, les équipements sont prévus pour ça. C'est de la sécurité, c'est de la fiabilité, c'est de la sérénité, on va dire. Mais si on veut aller plus loin avec ces équipements-là, on peut vraiment profiter d'aller sur une utilisation sur circuit. Alors,
utilisation aussi importante, c'est parce que après tout ça, c'est aussi les plaquettes. Donc vous le voyez ici, j'ai deux types de plaquettes. Vous voyez, et la différence, hormis la forme évidemment, vous le voyez, c'est cette partie grise, c'est ce qu'on appelle la garniture, hein, Christelle, C'est si ça. je ne me trompe pas. Alors donc là, on a une garniture beaucoup plus fine, on va dire, et ici une beaucoup plus grosse. Donc j'imagine deux utilisations différentes. Exactement. La plus fine sert pour des étriers qui sont montés beaucoup sur les GSXR, les Ducati, les Aprilia notamment, avec une épaisseur complètement d'origine. Et c'est une plaquette exclusivement réservée à la piste, celle-ci. D'accord, donc ça c'est une utilisation exclusive sur circuit, Exactement. pas sur la route. Interdit. D'accord. Alors, ça, c'est un point important parce que, encore une fois, ça revient sur ce qu'on disait il y a quelques instants. Pourquoi une plaquette qui serait plus performante est interdite sur la route? C'est par rapport à quoi? C'est une question de mélange de matériaux, la petite poudre qui prend forme à la chauffe dans le four. Le secret de fabrication, donc. Exactement. Les composants sont différents, à savoir que pour la route, quand vous prenez votre moto, vous démarrez le matin, même s'il faut bien vérifier, il faut du freinage de suite. Au premier feu, il faut du frein. Donc il faudra des composants beaucoup plus souples, beaucoup moins durs que ce type de composant qui a besoin d'être rodé à chaque fois. On préconise, d'où souvent en début de course, un tour de chauffe, un tour de reconnaissance qui sert à ça. Et donc ici, on a une deuxième plaquette donc avec beaucoup plus de garniture. On voit ici qu'elle est usinée, elle est chanfreinée. Une plaquette pour quelle utilisation, Christelle? Cette plaquette sert pour ces étriers d'endurance, donc le championnat du monde d'endurance. Cet aspect chanfreiné permet de mieux insérer la plaquette dans l'étrier. Mais dans une catégorie qui est bien spécifique, qui est la catégorie Superbike, où effectivement on a dans le règlement la possibilité de démonter l'étrier. Mais dans l'autre catégorie, qui est la catégorie stock ou super stock, effectivement, là on doit garder les freins d'origine, les étriers, les durites d'origine, et effectivement ça prend un peu plus de temps lors des ravitaillements, lors du démontage. Bon Pascal, on quitte temporairement notre atelier du jour parce que tu nous as préparé une petite visite au Mans, au CERT, et tu as été à la rencontre de Damien Saulnier. Écoute, Damien nous a préparé dans son atelier compétition une GSXR standard et la GSXR championne du monde. Et là les freins, on va bien comprendre la différence. Alors justement, regardez ce sujet, vous allez apprendre beaucoup de choses. Damien, bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous recevoir dans la Sarthe. Merci, Donc, mais quel plaisir de vous recevoir même. Au Mans, donc au CERT. On va essayer ensemble de prendre les freins Ouais, sympa. le mieux possible. Ok. Donc, Alors les freins, pas trop quand même, parce que plus on prend les freins, moins on va vite, et moins on va vite, moins on gagne. J'achète une moto chez un concessionnaire, elle a un système de frein. Tu peux nous en dire plus? Alors système de frein déjà qui est relativement performant. Les motos ont clairement évolué, les pneumatiques, les suspensions, la motorisation, de l'électronique est arrivée pour que ces motos prennent de la vitesse, du rythme et tout. Il a bien fallu lui associer un bon système de freinage. Donc on s'aperçoit quand même pour ces motos, là une GSXR 1000 version du commerce utilisée par les lambda qui roulent sur la route et notamment qui feront de la piste également, que c'est très très performant. Et puis maintenant sur les motos du commerce, avec également des durites de frein type aviation, donc qui rend un freinage à la fois constant, précis et surtout avec un certain feeling dans la durée, d'où le fait de dire on utilise ces motos également en termes de dynamique sur circuit. D'accord. Alors là, on est sur la moto de Monsieur Tout-le-Monde, et la vraie différence sur la moto de course, elle est où? Ah, là ça devient intéressant. Alors là justement, on bascule sur un phénomène qui est un peu différent. Alors on retrouve les grands éléments, les étriers, disques de frein flottant ou semi-flottant sur celle-ci, mètre cylindre radial, parce que maintenant on n'est plus sur un conventionnel mètre cylindre radial. Par contre, ce qui est clairement différent, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Sur la moto du commerce, on n'a pas d'entretien. Changer plaquettes de frein, révision, etc. Une purge, comme le dit préconisé par le constructeur, point barre. Là, ici, par contre, ça demande de l'entretien. Le freinage est totalement différent, les matériaux employés sont totalement différents, ça demande un vrai suivi technique. On a des disques qui sont relativement proches de l'origine,
avec des épaisseurs supérieures, disques qui vont être flottants, étriers qui vont être là, issus du MotoGP, avec des diamètres 10 pistons différents, répartis à des endroits différents de l'origine par rapport à l'emplacement sur le disque de frein. Je dirais que ce qui est un des éléments les plus importants, ce qui va être actionné par le pilote, je dirais le mètre-cylindre. Donc là, on a des diamètres différents, des rapports entre le levier et la prise de frein où se trouve le piston qui sont des accès différents, qui donnent des accroches différentes, des mordants différents, des progressivités différentes. Je dirais qu'en vitesse, les pilotes choisissent leur mètre-cylindre, ce sera un 17 par 19, rapport de 17, diamètre de 19 ou l'inverse. On ne change rien, ils ont leur mètre-cylindre. Par contre, en endurance, la subtilité, c'est qu'il faut que tout le monde soit calé sur le même mètre-cylindre. Donc en début d'année, on essaye plusieurs rapports de levier et de diamètre de piston. Et puis après, les petits gars, à vous de vous mettre d'accord pour pouvoir utiliser ce qui vous correspond le mieux à tous les 3 ou tous les 4. Alors, un gros freineur dans une équipe d'endurance, parce que vous êtes en minimum 3, ou 4 au départ. S'il y en a un qui considère qu'aujourd'hui il faut un gros diamètre, les autres vont subir le diamètre important. Ça se passe comment justement sur Là, c'est toujours un petit peu le piège. En endurance, je ne dirais pas qu'on va se caler sur le pilote le plus rapide. On va en tenir compte quand même. Mais il va surtout falloir faire évoluer ceux qui sont un peu en retrait par rapport à celui qui serait le plus rapide. Je pense à un petit truc qu'on a sur les motos de course, et on me pose souvent la question, que ce soit sur les stages de pilotage, quand on fait des expositions mondiales du 2 roues, mais ça sert à quoi la fameuse molette qui est sur le côté ici? On a une molette sur le côté qui est là présente et qui fait tourner et déplacer sur tout le levier. Sur la moto d'origine, on a une petite molette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui permet de rapprocher, d'éloigner le levier, fonction si on freine à 2, à 3 ou à 4 doigts, fonction de la morphologie des gens, etc. C'est surtout pour ça sur la moto d'origine. Par contre, sur la moto de course, alors ces phénomènes de 2 ou 4 doigts en fonction des pilotes, mais c'est aussi par rapport à l'évolution des plaquettes de frein durant un run, durant une course, qui va faire qu'en gros, le levier va avoir tendance à se ramollir et du coup, les pilotes sont amenés à jouer du levier pour éloigner ou rapprocher le levier de la poignée de gaz. Au moment du ravitaillement, au moment du changement de pilote, celui qui prend le relais, c'est la première chose qu'il fait, il remet la molette. C'est dans l'instruction ou c'est mémotechnique? Alors, je dirais que mémotechnique et par loi de sécurité, les premières choses que les pilotes font quand ils sortent des stands, c'est d'entrer, ils accélèrent, ils se mettent au limiteur et ils pompent l'avant, l'arrière. Ah oui. Là, on est sur un type d'étrier de frein de combien de pistons? Là, on est sur du 4 pistons, diamètre différent. Il a quelle fonction le piston? Ok. Eh bien, c'est simple. On va avoir en premier, quand on va avoir un système de freinage, le bocal. À l'intérieur, on y met du liquide. Bocal dans le liquide. Oh, pas mal. Hein. Très bon liquide. Du liquide qu'on mettra dans le bocal. Ensuite, on aura le mètre-cylindre. En gros, là, on a un piston, le principe d'une seringue. On a un liquide à l'intérieur, on pousse sur la seringue. C'est comme si on tirait sur le levier ou on poussait sur le levier. Ça pousse le liquide par l'aiguille. En ce moment, c'est l'aiguille. Donc là, le liquide va sortir par le petit trou. Au bout, on lui met une durite de frein qui va descendre, se dispatcher en 2 étriers. Mais maintenant, les motos sont modernes, puissantes, ça va vite. Avant, on avait un disque de frein, 2 pistons. Après, on a eu 2 disques, 2 pistons de chaque côté, 4 pistons de chaque côté, 6, etc. Et dans les étriers ici, on est maintenant sur un phénomène à 4 pistons. 2 diamètres différents, les petits diamètres pour le côté progressivité, après les gros diamètres pour le côté puissance de freinage. Et là, on retrouve bien les 4 pistons, les petits diamètres, les gros diamètres, qui eux vont pousser sur les plaquettes de frein. On parle de diamètre de piston, mais diamètre de piston associé à diamètre du disque. Quand on parle de diamètre de piston, il faut l'associer également à la largeur de la piste. Donc c'est un ratio à trouver entre après la puissance de freinage, le feeling du pilote, etc. Mais plus on aura des diamètres gros, plus on aura une piste épaisse. Ça veut dire aussi, si on a une piste large, on aura moins de distance entre le disque et la jante, donc on ne pourra plus placer les étriers. On est en endurance. Autre paramètre important, le diamètre du disque. Alors on a des diamètres plus ou moins grands, maintenant globalement c'est figé, 320 mm. Et après, on lui met l'étrier. Donc l'étrier, plus l'étrier est décalé, plus le disque sera grand. Plus le disque est petit, plus on rapproche l'étrier. Donc on a des cales de différentes épaisseurs, des vis plus ou moins longues, pour effectivement jouer sur le paramètre diamètre de disque.
il y a une multitude de paramètres qui vont faire qu'une course va bien se dérouler pour 3 pilotes sur une même moto. Mais tout ce que tu as mis bout à bout, c'est exactement le résumé d'une course. C'est l'accumulation de plein de paramètres, de plein de phénomènes, un compromis à trouver entre la largeur de la piste, le diamètre du disque, le diamètre des étriers, le diamètre des pistons, la plaquette de frein, le mètre cylindre, le ratio, comme on expliquait à l'instant, entre la commande de frein quand on va freiner, le diamètre du piston. Et tous ces paramètres sont gérés et le point final, ce sera le pilote. Ouais. Damien, cette pièce, carbone, donc carbone, fonction importante. Très importante, on va lui trouver une petite place. Eh bien ça va simplement ici. Ça sert à quoi? Eh bien ça va servir simplement à refroidir l'élément de freinage des étriers lors des gros freinages, freinages longs. Il est vrai que depuis qu'on les a mis, le freinage a quand même clairement évolué au niveau du feeling du pilote et aussi en termes d'usure de plaquettes de frein. Parce que vu qu'on maintient la température des étriers un peu plus froide, les plaquettes durent plus longtemps. D'accord. On sait que techniquement, on utilise rarement une chaîne neuve au départ d'une course. Le frein, c'est pareil. Le disque et les plaquettes de frein, c'est jamais neuf? Non, jamais. Toutes les pièces ont été rodées. Donc on tire la roue, les étriers s'écartent. Voilà, on enlève la roue. Et là, on a des guides. Et quand on remet la roue, ça se place. Alors la béquille, elle est pile poil à hauteur. Ça se place, les étriers naturellement reviennent se placer. Et là, on remet la roue. Je regarde cette roue et je vois qu'il y a une flèche. Tu me fais peur. Orange fluo. Oui. Et je vois même un détail, et j'ai l'impression qu'il y a l'ABS. Ah, bonne question. Alors la flèche orange fluo, c'est simple. Il y a un sens de rotation. Ah. Et ensuite, la cible ici, mais qui pourrait faire penser à l'ABS, effectivement, qu'on retrouve sur une moto d'origine. On va dire que cette moto d'origine, elle a un phénomène en plus que celle-ci n'a pas. Celle-ci, elle a le traction control, l'anti-wheeling et l'ABS. Celle-ci, elle a l'anti-wheeling et le traction control. La cible devant, elle va gérer ces phénomènes-là. Le phénomène d'anti-wheeling, le phénomène de traction control et le phénomène d'ABS. C'est-à-dire qu'en gros, dès que la cellule d'ABS va trouver du blocage de roue, ça va relâcher le levier. Ce qu'on a sur les voitures, ça nous est tous arrivé, d'arriver une zone humide, etc. On freine et on sent la pédale qui revient, qui repart, etc. Le levier de frein, ce sera exactement la même chose. Donc c'est la différence de rotation des roues, les blocages qui vont faire que l'ABS rentre en action. L'antipatinage ou l'anti-wheeling, ça va être un peu la même chose, mais sauf que, on veut que les roues ne se bloquent pas, sauf que là, sur le traction control, on veut que les roues ne patinent pas. On est en gros dans les deux opposés. Deux opposés. Exactement. Donc le phénomène du traction control ou l'anti-wheeling, ça va être une différence d'accélération des roues. Donc si l'arrière se met à patiner, l'avant, logiquement, ne patine pas. On est d'accord. Donc si une s'accélère plus que l'autre, le traction control va se mettre en action. Également, l'anti-wheeling. Mais comment on peut voir cette vitesse d'accélération de la roue arrière et la roue avant? Il n'y a qu'une solution. C'est d'avoir, et c'est la plus simple, c'est la plus efficace, elle est mécanique, c'est d'avoir une cible avec les trous qu'il y a à l'intérieur qui correspondent justement à un capteur après qui, lui, va détecter toutes les phases d'accélération d'une roue par rapport à l'autre et qui va envoyer l'information au boîtier de la moto, la centrale inertielle. Sur ce fameux traction control et cet anti-wheeling, est-ce où chaque pilote a une possibilité de régler ou c'est uniforme? La moto, quand elle le commande, ce traction control, il y a deux grandes lignes. En gros, c'est de la réduction de puissance se fait par les papillons qui vont se refermer. On sait très bien, comme sur une mobilette, on accélère, ça ouvre un boisseau. Là, les injections maintenant, c'est des papillons. Donc lui, il ne change rien à la poignée, il accélère, les papillons vont se refermer, ou alors on aura une coupure d'allumage, mais lui accélère toujours, ça se gère tout seul, c'est l'électronique, c'est la moto qui le gère. Par contre, lui, le pilote, fonction de son pilotage, de l'usure des pneus, de la piste, etc., lui, tout comme la moto d'origine, peut le gérer. Il en met en plus ou en moins. Ouais. Donc il y a du grip, donc ça demande de la suspension. Ah attention, il faudra du frein. Parce que plus on a de grip, plus on sollicite les suspensions, en termes d'enfoncement, de tonicité, au lâcher de frein, les motos remontent, enfin après elles tournent plus ou moins bien, etc. Mais on accompagne tout ça avec le frein également. Et je rajouterai un point, qu'est-ce qui a le plus évolué ces dernières années sur une voiture ou une moto? Ça reste pour moi l'élément
électronique. L'électronique pour le freinage, l'ABS, l'électronique pour l'accélération, l'anti-patinage, traction control, l'anti-wheeling. Mais pour moi, l'électronique, c'est ce qui a vraiment le plus évolué. Et qui dit électronique qui a évolué, on a gagné du temps sur les phases d'accélération et on reviendra toujours au même problème, le phénomène, adhérence au sol. Premier point de contact avec le sol, c'est le pneu, mais il faudra l'accompagner des freins et des suspensions. Il n'en reste que ce qui est abouti en termes de freinage de mètre cylindre sur cette moto-là, les pneumatiques également. Dans les quelques années, on retrouve ça sur les motos lambda. On voit que le système de freinage sur une moto d'origine, il est ultra performant. Alors, un détail qui n'en est pas un, le frein arrière. Ouais. Donc, on constate que sur la machine de série, on a son mètre cylindre et le bocal de liquide de frein qui est donc séparé. Et on voit que sur la moto de course, on a un mètre cylindre qui est moulé avec le réservoir intégré. Le frein arrière, il a aujourd'hui quelle incidence encore? Alors il a une petite incidence, une petite importance. Alors, il est clair qu'on arrête une moto avec le frein avant et on ne l'arrête pas avec le frein arrière. On la stabilise avec l'arrière, on la place avec l'arrière, on évite les mouvements de glisse ou parfois on les provoque les mouvements de glisse avec le frein arrière, mais on ne peut pas considérer qu'on arrêtera une moto avec le frein arrière. Moi, il y a des pilotes au CERT ou au Junior Team qui n'utilisent jamais le frein arrière. Jamais, les plaquettes font toute l'année. Donc, quelqu'un qui s'achète une GSX-R 1000 R comme celle-ci peut monter sur sa moto d'origine exactement le même système de frein Brembo que l'on découvre sur la moto de course. Complètement. On peut exactement mettre les mêmes éléments. Il y aura sûrement la longueur de durite à changer, 2-3 petits détails, mais une pièce d'une va sur l'autre sans aucun problème. Supersong, bonjour. On vient de terminer le tournage avec Damien Saulnier sur l'endurance, un peu le superbike également. On aborde le carbone. Tu peux nous raconter un peu comment fonctionne le carbone et pourquoi le carbone? Alors pourquoi le carbone? Évidemment, la première des raisons, c'est le poids, puisqu'on va gagner en masse par rapport à l'acier. Comme c'est un système non suspendu, on va donc améliorer la tenue de route et la maniabilité de la moto. D'accord. Et également, évidemment, c'est la performance de freinage qui est différente par rapport au frein acier et qui permet de freiner encore plus fort. Et donc sur certains circuits très demandeurs, c'est une exigence qu'il faut absolument, à laquelle il faut répondre. Alors, on entend parler de carbone, mais le carbone à la base, qui fabrique des disques carbone et d'où vient le carbone et comment sont faits les disques carbone? Alors, les disques carbone, c'est une spécialité très particulière. Il y a très peu de fournisseurs dans le monde capables de faire ça aujourd'hui, surtout sur du frein carbone moto. C'est surtout Mitsubishi qui est le principal fournisseur aujourd'hui. Et c'est des fabrications très complexes, en semaines, voire en mois, de fabrication cuisson notamment, qui demandent un savoir-faire très particulier. Donc Mitsubishi, on connaît Mitsubishi les voitures, mais il y a une multitude de produits fabriqués par cette marque. C'est Mitsubishi Heavy Industry, donc c'est un gros conglomérat qui fabrique effectivement des voitures, mais également de l'électroménager et plein d'autres sortes de choses, et donc y compris des matériaux pour la compétition, comme les freins carbone. D'accord. Donc là, on a un montage, on va dire classique, d'un système de frein MotoGP carbone. Exactement. C'est une représentation d'un freinage MotoGP avec les mêmes éléments qu'on va trouver sur une moto classique également, c'est-à-dire un levier de frein, une commande, un mètre cylindre avec du liquide de frein dans un circuit, des durites qui vont emmener sur les étriers pour venir pincer des plaquettes. Évidemment, la grosse différence, c'est que le disque ici est en carbone. Les plaquettes sont également spécifiques au freinage carbone. On n'a pas du tout les mêmes genres de plaquettes que sur du freinage conventionnel disque acier. Les étriers sont en général aussi spécifiques au frein carbone, même si on peut trouver des similitudes en termes d'application acier-carbone. Et puis, ce qui va faire la grosse différence, c'est ensuite les températures de fonctionnement et les modes de fonctionnement, où on est sur des températures beaucoup plus élevées lorsqu'on parle de frein carbone par rapport à l'acier. Quelle est une température la plus élevée qu'on peut rencontrer dans un système de frein à un freinage le plus forcément extrême ou autre? C'est quoi la température en degrés la plus élevée qu'on peut rencontrer sur un disque carbone? Alors, les températures plus élevées, on va peut-être aller à 1000 degrés, mais ce n'est pas le genre de température qu'on veut avoir à faire face. Donc le frein carbone, on va essayer de les limiter
dans des moyennes 400, 600, 800 degrés éventuellement, mais on essaye de rester dans ces zones-là. Et c'est là aussi que les freins carbone vont marcher le mieux. D'accord. Ce qui est différent une fois de plus de l'acier où l'acier, lui, on préfère le faire fonctionner à des températures plus basses. Donc après, bon, une fois que ces montages sont faits, la moto, elle prend le départ de ses essais. Ça dure combien de temps un disque carbone sur une moto on les change au bout de combien de temps? Oui, le kilométrage, c'est à peu près 1000 km pour la durée de vie du disque. On mesure son épaisseur, on part de 8 mm et à 7,3, il est bon à changer. Donc c'est une durée de vie très courte. Il faut savoir qu'il est à peu près appliqué 10-12 bars de pression sur les freinages, enfin sur les plaquettes. Donc il y a 2 jeux de plaquettes qui vont passer avant le changement intégral du disque. D'accord. Donc quand on parle de température, on parle de 1000 degrés. J'imagine qu'un disque carbone qui capte une température de 1000 degrés, ça doit se répartir sur la totalité de l'ensemble autour du disque. Donc ça doit être terrible. Oui, 1000 degrés, c'est une température de peau de la surface. Donc c'est une température vraiment extrême qu'on essaye de ne pas rencontrer, mais des fois ça peut arriver. Et si malheureusement on a 1000 degrés, par radiation, convection, on va aussi propager cette température sur le reste des éléments, comme les axes de roue, les plaquettes, et on peut éventuellement avoir à faire face à d'autres soucis mécaniques qui sont en fait dus à ces températures qu'on va faire irradier dans le reste des éléments. Alors je vois que sur ce disque, on voit une partie qui est... on a l'impression que c'est comme un disque acier, quand on voit il est perforé, il y a les trous autour. Là je vois qu'il y a une dimension de frottement, mais est-ce que à la base, comment est le disque neuf? Le disque neuf, il a cet aspect marbré donc en intérieur, et sur la partie extérieure qui est plus surfacée, c'est la pluie des plaquettes en fait qui génère cet aspect, donc de par le frottement et l'usure. Et il faut savoir que le frein carbone, c'est une technologie qui a été mise au point par Japoto depuis les années 70-75. Donc ça fait quand même longtemps que c'est en développement en moto. Mais ces dernières années, c'est vrai que le développement a été très rapide, avec désormais la possibilité, par exemple, de rouler sous la pluie avec des freins carbone. Dans la première émission, tu nous as expliqué les différents liquides de frein, une moto conventionnelle, un scooter et autres. Mais alors là, donc, on arrive sur des températures excessives. Au niveau liquide de frein, ça se passe comment? Ça se passe différemment. On a des liquides de frein Racing, des Racing Brake Fluid, chez Motul. Donc 3 produits dans cette gamme de liquides de frein compétition, parce que les températures en jeu sont complètement différentes. On l'a vu, 400-800 degrés en moyenne au niveau du disque. Du coup aussi de l'étrier, des pistons, et derrière les pistons et dans l'étrier, du liquide de frein qui va devoir supporter des températures bien plus élevées, ce qui fait que nos liquides de frein Racing sont capables de supporter plus de 300 degrés de température point d'ébullition, ce qui est énorme par rapport aux liquides de frein conventionnels, des OT3, des OT4 ou des OT 5.1 pour la vie de tous les jours. D'accord. Alors ces fameuses températures, donc elles sont très élevées et ces liquides de frein doivent être changés souvent? Oui, en MotoGP, on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque, donc les liquides de frein sont changés, purgés tous les soirs, en tout cas avant chaque run du lendemain, puisqu'il faut absolument essayer de partir avec du liquide de frein neuf, c'est-à-dire bénéficier du point d'ébullition sec et non pas du point d'ébullition humide, qui, je vous le rappelle, donc, est le point d'ébullition lorsqu'on introduit 3% d'eau. Donc c'est ce qui va se passer puisque le liquide de frein est un fluide hygroscopique qui va capter l'humidité de l'air ambiant et qu'il faut donc se prémunir de ce point d'ébullition humide qui, lui, va engendrer une baisse des performances et c'est une chute de plus de 100 degrés, même sur le meilleur point d'ébullition possible. Donc un RBF 660, 700 par exemple, avec le point d'ébullition sec à 336 degrés, on tombe à 205 degrés de point d'ébullition humide. Donc évidemment, la performance de freinage, c'est plus du tout la même. Donc c'est pour ça que, en tout cas en compétition, on change très fréquemment son liquide de frein. Donc on parle de point d'ébullition sec, point d'ébullition humide, mais à un moment, ça se traduit comment un frein qui, je dirais aujourd'hui, a un problème?
Alors, le point d'ébullition humide, par rapport au point d'ébullition sec, donc je rappelle, c'est une mesure qu'on fait en rajoutant 3% d'eau dans le liquide de frein neuf pour simuler un vieillissement 2 ans, puisque c'est la préconisation de vidange du circuit de frein de tous les constructeurs. Alors qu'est-ce que ça impacte d'avoir 3% d'eau ou même de l'eau dans son liquide de frein? C'est que l'huile est un fluide incompressible, donc quand on appuie sur la poignée, on va bien transférer la pression au maximum au niveau de la plaquette, mais dès qu'on a de l'humidité, eh ben, à 100 degrés, notamment, l'eau ça bout. On va donc avoir des bulles d'air. L'air n'est pas un fluide incompressible. Et donc on croit qu'on est à fond sur la poignée. Et en fait, vu qu'on a de la bulle d'air, parce que le liquide de frein est en train de bouillir, eh ben, on va avoir une poignée spongieuse. Et donc on va avoir un frein qui ne répond pas. Donc il y a à la fois évidemment de la performance en jeu, mais surtout de la sécurité derrière. Ce qui fait qu'en MotoGP, les freinages sont toujours dans l'extrême. Les techniciens qui entourent le système de freinage donc, dans ce type de compétition, d'où le changement régulier chaque fin de run sur une MotoGP, quoi. Exactement, il n'y a pas de compromis possible sur un élément comme le liquide de frein, et d'autant plus en MotoGP où les pilotes risquent leur vie tout de même, malgré leur passion. Alors si je veux monter le même système de freinage sur ma Goldwing par exemple, je peux ? Ben non, Pascal, malheureusement, pas vraiment, parce que même si tu conduis très bien ta moto, il faut quand même une expérience de pilotage pour pouvoir mettre en fonction en température et exploiter pleinement ce système de freinage carbone. Et puis, deuxième cran d'arrêt, c'est malheureusement le prix, puisqu'on est ici sur un système à 15 000 € et plus. Donc ce n'est pas vraiment un prix grand public abordable, même pour de la moto de série sportive ou autre très haut de gamme. Donc aujourd'hui, c'est des exclusivités uniques pour le MotoGP. Et on accueille un nouvel invité en la personne de Grégory Leblanc. Bonjour Grégory. Eric. Bonjour Eric, bonjour Pascal. Grégory, le freinage en compétition, c'est important, non? Oui, un petit peu, parce qu'on arrive à des vitesses assez excessives, donc il faut avoir un bon freinage pour pouvoir s'arrêter au bout de la ligne droite. Ouais. Et quand on dit qu'un pilote est fort au frein, ça veut dire quoi? C'est un pilote qui est difficile à doubler. C'est un pilote qui freine tard et qui a un bon feeling, parce que c'est une partie qui est vraiment très importante pour nous. C'est même, on va dire, une des parties les plus primordiales, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir dépasser nos adversaires. Donc c'est une partie qui est très importante, où il faut travailler justement sur le réglage châssis. Il faut que ce soit vraiment homogène pour pouvoir avoir une moto très stable, mais à la fois assez vive pour pouvoir dépasser les adversaires. Alors moi j'ai une question, tu es pilote de vitesse, pilote d'endurance. Est-ce qu'on freine de la même façon quand on est pilote de vitesse et pilote d'endurance, ou est-ce que c'est le contexte qui rend le freinage différent? On va dire oui et non. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'utilise pas le même matériel. Moi, je parle pour mon expérience. En tant que championnat de France, on va rouler avec des machines dérivées de série, où on va rouler avec des systèmes de freinage d'origine, où on a juste le droit de changer le mètre-cylindre, alors qu'en endurance, en EWC par exemple, là on change tout le système, où comme on a vu juste avant, on va changer les étriers, les mètres-cylindres, on va mettre des plus gros disques, et forcément le poids de la machine aussi change, parce que du coup forcément plus on va mettre des gros disques par rapport aux disques d'origine, la machine va être beaucoup plus lourde, donc la façon de freiner va être différente. Les motos d'endurance freinent beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de puissance de freinage. Donc on peut être plus précis, et la façon de freiner, même avec la même moto en endurance, que ce soit en qualification ou en course, est complètement différente, parce que quand vous faites un seul tour rapide, là on peut se permettre d'être très agressif au freinage, alors que quand vous faites un relais d'1 heure et que vous enquillez 35 tours sur le circuit Bugatti, forcément la façon de freiner va être différente, et qu'il faut le faire pendant 24 heures. Alors au niveau de l'endurance, il se passe toujours plein d'histoires, hein, Pascal, en endurance. Tu as peut-être 2-3 petites anecdotes à nous livrer pour finir l'émission sur des petites péripéties de freinage ou des choses comme ça? Ah bah ouais, je peux en raconter une. À l'époque, on était chez Kawasaki et on a fait j'étais à l'époque avec Julien Dacosta et Freddy Forêt. On avait gagné cette course, et il s'avoue que les 8 dernières heures, on avait quasiment plus de frein. La poignée hyper spongieuse, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. On s'était arrêté, on avait changé les étriers, les disques, enfin tout, mètre-cylindre, tout changé, et plus de frein. Et en fait, on a fini, Julien Dacosta passe la ligne d'arrivée, plus de frein avec les pieds. On gagne quand même la course. Et en fait, il s'est avéré que le joint qui est dans le bocal de frein était tombé au fond.
Et du coup, la poignée était toute molle. Et en fait, on roulait. Donc heureusement qu'on avait beaucoup d'avance à cette époque-là. Et en fait, on roulait limite qu'au frein moteur et au frein arrière pour finir les trois dernières heures. Donc voilà, c'est pas évident de rouler sans frein avant. Mais bon, quand il y a l'adrénaline de la course et qu'on n'a pas le choix, on y va. Et il y a la victoire au bout surtout, non? Et il y a la victoire au bout. Ça m'est déjà aussi arrivé de justement, comme disait Christelle, on sait que c'est 12 heures et on était limite sur un relais. Et Gilles Staffler à l'époque me dit là, Greg, le dernier relais, il est chaud, les freins, c'est tendu. Je suis revenu et il n'y avait plus de garniture. C'était métal. Bon, les disques étaient morts, mais il n'y avait plus de garniture. Et en fait, j'ai fini, il y avait des étincelles, les disques étaient rouges plus que vifs. Mais du coup, ça nous a permis, moi j'ai galéré pendant le relais comme c'était pas possible, mais ça nous a permis justement de gagner un arrêt et de ne pas perdre ces 7 minutes qui nous auraient fait perdre la course. Donc, et encore, c'est qu'à mon niveau, mais il y en a surtout sûrement des milliers à raconter. On va aborder maintenant la dernière partie de l'émission, Pascal, avec le fameux testeur de liquide de frein. Tout à fait, on contrôle tout le genre de frein avec le petit œilleton sur le mètre-cylindre. Là, on a un appareil technique qui nous donne une température avec un point d'ébullition. Intéressant et surtout très important pour la sécurité, on regarde tout de suite. Je suis patient qu'on arrive à la fin de cette émission. On a appris plein de choses sur les liquides de frein, sur les freins. Maintenant, il y a un testeur de frein. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, on a donc ce testeur de liquide de frein qui va permettre de déterminer et de contrôler si le liquide de frein est encore bon ou pas. On peut faire une petite démonstration quand même? Oui, bien sûr. Donc pour cela, il suffit de défaire le bocal de liquide de frein. On a branché en alimentation 12 volts le testeur et on va le plonger donc dans le liquide de frein directement. Il est équipé d'un petit orifice qui va prélever un échantillon et on va lancer la mesure. Alors voilà, le testeur est plongé dans le liquide de frein. Il va le tester en le chauffant. Et on donc va... là, je te coupe. Chauffage, ça veut dire que toutes les diodes qui s'allument, ça met en température le liquide de frein? Exactement. On voit la petite fumée, je pense à la caméra, qui commence à s'échapper. On est en train de prendre un échantillon et de le faire bouillir, le chauffer. Et l'appareil va indiquer voilà, le résultat. Alors là, c'est les valeurs mini de chaque spécification, mais la température apparemment de ce liquide de frein, qui n'est pas exactement neuf, mais qui n'est pas non plus trop ancien, puisqu'il affiche 287 degrés pour une valeur d'environ 300 à l'origine. Donc c'est un liquide de frein qui est encore utilisable. Donc le liquide de frein ne se teste pas uniquement à l'œil? Non, l'œil, ce n'est que de la coloration. D'accord. Donc c'est un premier indice, mais il faut faire des mesures pour avoir un vrai verdict. Alors on sait que sur cette machine, c'est un produit Racing qui en principe est à 300 degrés. Il indique 287, donc elle a perdu de son intensité. Mais sur ma Goldwyn, donc aujourd'hui qui était un 2OT4, je ne dois pas descendre en dessous cette valeur indiquée, 155 degrés. Exactement. Il ne faut pas aller en dessous de la valeur minimale de la norme de T4, donc 155 degrés. Et évidemment aussi, sinon, à changer tous les 2 ans, quoi qu'il arrive, puisque c'est la durée d'intervalle de vidange. Voilà Pascal, on arrive au terme de cette émission qui a été super riche, super intéressante. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses. Oui, je pense que sur la première émission où on est très route, la deuxième où on est très compétition, on a apporté toutes les informations nécessaires pour que les gens comprennent que le freinage c'est important. Ouais, important à plus d'un titre. Et ce que je vous propose, moi, si vous n'avez pas vu la première émission ou si éventuellement vous voulez la revoir, de reprendre le chapitre en compagnie de Chiprasong de chez Motul, le collègue de Pascal, sur les différents liquides de frein. C'est très important et très très intéressant. Voilà, sur ce, eh bien, on se quitte et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100 Concessions. À bientôt.